Martin, bienvenue de nouveau à ce sommet virtuel. Aujourd'hui, la thématique sera le marketing de l'innovation. Nous mettrons en vedette l'écosystème de l'Arizona, à la fois les régions de Tucson et de Surprise en banlieue de Phoenix. De même, nous allons effectivement vous inviter à peut-être consulter de temps à autre les questions de sondage qu'on affiche à l'écran. Il y a un onglet chat, il y a un onglet questions, il y a également un onglet sondage. Si vous n'êtes pas en plein écran sur la conférence, vous devriez les voir. Bon matin. Alors, de retour pour ce sommet virtuel. Je ne sais pas à Rennes quelle température qu'il fait, mais ici, c'est tout blanc. La thématique d'aujourd'hui, on va parler du marketing de l'innovation. On va également mettre en lumière, en vedette, l'écosystème de l'Arizona, à la fois les régions de Tucson et de Surprise en banlieue de Phoenix. Je vous inviterai pendant la conférence, si vous n'êtes pas en mode plein écran, vous allez voir, il y a 3 onglets, il y a questions, il y a chat et il y a également sondage. Je vous inviterai donc à aller remplir ou répondre aux questions du sondage. For our friends in Arizona, we had some technical difficulties with the sound yesterday with the translation. I'm told that the sound, all of yesterday's session with Mr. Millier have been recorded with adequate sound, and you can access them in the information section of each session. Sans plus tarder, je vais débuter avec Monsieur Millier. Peut-être en commençant la journée, on a eu plusieurs questions des participants hier et on n'a pas eu l'occasion de toutes les poser. Alors peut-être pour introduire Monsieur Millier, je vais lui lancer une question aujourd'hui. Donc, peut-on penser qu'un tandem ou des associés au profil complémentaire seraient plus aptes à réussir? Donc, on parle donc des aptitudes, de la complémentarité des équipes d'innovation. Alors, je cède la parole à M. Millier. Bien, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, même si c'est que virtuellement. Merci Madame Saint-Pierre pour cette introduction et cette première question. Bien là, je crois que plus personne n'hésite sur le sujet. Les équipes pluridisciplinaires sont toujours des équipes qui sont mieux armées que les équipes monodisciplinaires pour réussir. On a coutume de dire que pour faire échouer un projet informatique, il faut réunir les 5 meilleurs informaticiens de la maison. Alors pourquoi est-ce que les 5 meilleurs informaticiens font échouer un projet? C'est qu'ils n'ont une seule vision, un seul axe de vision du problème, l'axe technique, et il manque l'aspect client, l'aspect marché, l'aspect finance. Donc la réponse est à l'évidence oui, et d'ailleurs c'est une des premières choses auxquelles les accompagnateurs et les investisseurs font attention, parce que
Comme on le verra tout à l'heure, les raisons pour faire échouer une innovation sont multiples, mais les raisons qui font échouer le lancement d'une start-up sont très majoritairement des questions humaines. Donc, complémentarité à la fois de personnalité et de compétences dans l'équipe. Merci, M. Millier. Alors, peut-être, je me permets une deuxième question, puis après ça, on vous laissera continuer avec la première thématique. Donc, on nous demande, bien que cette méthode par petits pas devrait, en théorie, s'assurer de bien répondre aux besoins des clients, ne pensez-vous pas que l'échec ne fait pas également partie du processus d'innovation, M. Millier? Alors, là, je pense que les Américains sont un peu en avance sur les Européens sur ce plan-là, parce que pour les Américains, quelqu'un qui n'a pas échoué plusieurs fois est un candidat à l'entrepreneuriat douteux, parce qu'il n'a pas appris de ses erreurs. Donc, oui, effectivement, je pense que pour celui qui sait apprendre de ses erreurs, l'échec peut être un bienfait, même si sur le moment, c'est douloureux. En France, on est un petit peu plus frileux vis-à-vis de ceux qui échouent. Enfin, ceux qui ont échoué une fois sont bien souvent blacklistés par les banquiers et sont catalogués comme des losers. Mais je pense que la démarche américaine est plus adaptée à l'entrepreneuriat qui consiste à apprendre en faisant et y compris apprendre en faisant des erreurs. Excellent. Donc, je vous laisse introduire la thématique d'aujourd'hui, le marketing de l'innovation. Bien, écoutez, là, je m'adresse à l'équipe Cosmo parce que pour l'instant, je n'ai que l'écran du sommet virtuel. Et je vous remercie. Bien, écoutez, donc bonjour à tous. Heureux de débuter cette journée par le marketing de l'innovation. Donc, je rappelle comment cette séance se situe par rapport à l'ensemble de l'événement. Hier, nous avons vu le management des startups innovantes avec quelques aspects marketing à l'occasion de cet exposé. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le marketing de l'innovation, qui est une discipline spécifique. Et puis, demain, nous verrons le cœur de la démarche marketing, qui est la segmentation, car on a dit, pas de bonne segmentation, pas de bonne stratégie, car la segmentation permet de déterminer la vision que le dirigeant peut avoir de son marché. Puis, le dernier jour, nous passerons à l'application en voyant des cas réels de start-up qui ont appliqué, pour certaines d'entre elles, les principes que nous aurons vus pendant l'événement. Donc aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le marketing de l'innovation et juste un petit rappel pour dire que le marketing de l'innovation se situe dans le modèle que nous avons vu hier de l'idée au marché en 3 temps. Le marketing de l'innovation se situe en plein milieu de ce processus où on va apprendre du marché autant que l'on va éduquer le marché. L'objectif de cette séance d'aujourd'hui est de découvrir que le marketing de l'innovation est une discipline robuste, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des méthodes et des principes, que c'est aussi une discipline spécifique. Comme dans le droit, vous avez par exemple le droit du travail et le droit des affaires qui sont tous les deux dans le champ du droit, mais qui sont spécifiques, eh bien, le marketing de l'innovation est spécifique à l'innovation dans le champ du marketing. Et surtout, on va voir que cette discipline, le marketing de l'innovation, peut vous rapporter gros, car il ne faut jamais perdre de vue que tant l'innovation que le marketing sont là pour aider l'entreprise à créer de la valeur. Créer de la valeur qu'on va ensuite partager entre les collaborateurs, les associés, etc. Alors, rapporter gros, oui, en effet, car quand on voit les chiffres suivants,
il y a de quoi avoir peur. Des études répétées montrent que le taux d'échec des innovations technologiques persiste autour de 90%. Donc, on comprend en voyant ces chiffres le sens du deuxième ingrédient du cocktail de la mort. Vous vous rappelez, on a vu que les startups canadiennes ont 63% de chances de survie à 5 ans. Si on ajoute à ça 10% seulement de chances de succès des innovations, une start-up innovante qui se lance sur une technologie nouvelle, en définitive, elle n'a statistiquement que 6,3% de chances de survie. Et donc, pour une start-up innovante, innover à tout d'un film d'horreur. Alors, on peut se poser la question, mais d'où viennent ces échecs répétés? Bien, si l'on en croit un auteur qui s'appelle Robert Cooper, les échecs viendraient pour 20 à 40% d'une raison technique et pour le reste, c'est-à-dire 60 à 80%, les échecs viendraient d'une cause marketing. Donc vous voyez, il y a quasiment 2 fois plus d'occurrences d'échecs dus à des problèmes marketing qu'à des problèmes techniques. Donc là où le bas blesse, c'est plutôt au niveau du marketing. Donc je rappelle, ces chiffres sont là pour illustrer le taux d'innovation, le taux d'échec des innovations, pas des startups. Car comme je l'ai dit en répondant à la question de Madame Saint-Pierre, les échecs de startups sont très souvent dus à des causes humaines. Alors, essayons d'avancer un petit peu dans le domaine du marketing de l'innovation et de comprendre l'importance qu'a le marketing de l'innovation. Regardez ce que dit Peter Drucker. Donc, Peter Drucker est, comme vous le voyez, un monsieur qui a déjà un certain âge, donc une certaine expérience. Il est considéré comme un gourou du marketing. Et il dit à propos du marketing et de l'innovation, mais regardez, il y a juste une seule bonne définition de ce qu'est le business, créer des clients satisfaits. Et parce que c'est ça l'important de créer des clients, toute entreprise a 2 fonctions essentielles, le marketing et l'innovation. Quelle chance que nous ayons choisi ce thème aujourd'hui, marketing de l'innovation. Peter Drucker dit également, le marketing et l'innovation produisent des résultats, tout le reste c'est des coûts. Donc là encore, le marketing et l'innovation sont en position centrale dans la conduite des entreprises. Et une phrase que j'adore, que je vous avais un petit peu annoncé hier quand on parlait d'argent, les bulldozers sont capables de bouger des montagnes, mais ce sont les idées qui montrent où les bulldozers doivent aller travailler. Donc hier, en parlant d'argent, je vous disais, les finances, l'argent c'est important et c'est nécessaire, mais ce n'est pas stratégique. Et c'est en ce sens que je voulais m'exprimer, c'est qu'il est important d'avoir de l'argent pour pouvoir faire bouger les choses, mais il faut savoir où les faire bouger, et c'est là que les idées qui nous viennent du marketing vont permettre de mobiliser les ressources à la fois humaines et financières de l'entreprise pour atteindre ses objectifs et donc bouger des montagnes. Alors, l'agenda, le chemin que je vous propose de suivre aujourd'hui pour découvrir le marketing de l'innovation, c'est le suivant. Nous allons d'abord positionner le marketing de l'innovation au sein du processus d'innovation lui-même. Nous allons ensuite découvrir une notion fondamentale qui est la notion d'investissement marketing. Alors, cette notion d'investissement marketing est fondamentale parce que pour beaucoup d'entreprises, le mot même d'investissement marketing n'existe pas. Donc, si le mot n'existe pas, comment est-ce qu'on peut envisager qu'une entreprise fasse des investissements marketing si elle ignore le mot même? Ensuite, nous découvrirons les principes d'introduction d'une innovation sur le marché. Et ce principe d'introduction, c'est vraiment le lancement, si vous voulez, tient en 3 mots, foisonnement, segmentation et focalisation, et nous détaillerons ces 3 étapes. Ensuite, il est bien de s'introduire sur le marché et de réussir son introduction, mais encore faut-il être capable de se développer et de croître, et c'est pour cela que nous verrons ensuite les principes de développement d'une activité innovante en découvrant une stratégie que nous nommerons la stratégie pas à pas. Et puis, pour finir, nous
considérerons l'importance de la segmentation pour les startups innovantes, l'importance de la segmentation pour leur avenir, pour le présent et l'avenir. Donc, commençons par le positionnement du marketing de l'innovation. Alors, rappelons d'abord que le courant dominant en marketing, celui que nous avons appelé hier le marketing de Kotler, convient à ce que l'on appelle l'exploitation, mais que le marketing de l'innovation, lui, demande à raisonner en termes d'exploration, qui sont deux manières de voir le monde qui ne s'opposent pas, mais qui sont complémentaires. Et on a vu qu'il fallait être capable de maîtriser simultanément les deux pour réussir à court et à long terme. Alors, à titre d'illustration de ce gap qu'il y a entre l'exploitation et l'exploration, entre le courant dominant en marketing et le marketing de l'innovation, eh bien, à titre d'illustration, vous voyez, le courant dominant en marketing postule que le marché existe et que le marketing consiste à lever le voile sur cette réalité existante. C'est une position quasiment philosophique, alors qu'en marketing de l'innovation, on va postuler que le marché n'existe pas indépendamment de l'innovation et indépendamment de l'innovateur, ce qui veut dire que l'innovateur peut avoir une influence sur la construction de son marché. Donc ça, c'est totalement opposé à la démarche traditionnelle du marketing. Et de ce fait, cela explique que pour la plupart des managers de l'exploitation, sous-entendu, eh bien, soit il y a un marché et on investit, soit il n'y a pas de marché et on n'investit pas. C'est pour ça que les investisseurs demandent une étude de marché. Mais vous voyez, dans ce monde binaire, bon ou mauvais, eh bien, il n'y a pas d'intermédiaire. Et quel serait cet intermédiaire que nous apporte le marketing de l'innovation? Eh bien, ça serait la construction de ces marchés. Donc, vous voyez, il faut admettre que l'innovateur, que l'entrepreneur peut aider son marché à se construire, et ce, quelles que soient ses ressources. C'est-à-dire, il n'y a pas besoin d'être Amazon ou un GAFA pour pouvoir construire et influencer son marché. À son échelle, tout entrepreneur peut aider son marché à se construire. Alors, pour tirer les fruits de l'innovation, eh bien, il faut, et c'est là le positionnement du marketing de l'innovation, donc pour tirer les fruits d'une innovation, il faut d'abord développer une graine d'innovation. L'idée pour se différencier radicalement de l'existant, comme nous l'avons vu hier. Mais ensuite, pour tirer les fruits d'une graine, que faut-il faire? Il faut la planter. Mais si on sème la graine sur un sol dur et sec, que va-t-il se passer? Rien, il ne va rien se passer, la graine ne va pas pousser, et même dans le pire des cas, les concurrents vont venir vous piquer vos idées, c'est-à-dire manger les graines que vous aurez semées à la surface du sol. Donc pour que cette semence produise des fruits, il faut préalablement préparer le terrain. Préparer le terrain, ça veut dire le labourer, l'arroser, le fertiliser. Et ensuite, une fois qu'on a semé la graine dans ce terrain préparé, que faut-il faire? Il faut attendre. Alors pourquoi est-ce que je mets un point là sur ce mot attendre? C'est que la plupart des managers impatients voudraient que le produit commence à générer des millions de dollars avant d'avoir été lancé. Donc, il faut attendre avant de pouvoir récolter, car en effet, il n'y a pas d'arbre qui pousse dans une journée, même si aujourd'hui on arrive à faire peut-être pousser les arbres un petit peu plus vite. Alors, qui joue quel rôle dans ce schéma? Eh bien, les gens de la recherche et développement, et plus généralement les gens de l'exploration, puisque un anthropologue qui explorerait le monde de la société pourrait trouver des graines, des idées pour innover demain. Ensuite, le marketing va lancer le produit et ultérieurement, le marketing va récolter les fruits de cet effort. Mais qui va donc préparer le terrain, le labourer et l'arroser? Eh bien, c'est le rôle du marketing de l'innovation qu'on appellera dans ce schéma un marketing amont.
pour signifier que c'est un marketing que l'on doit faire avant le début du cycle de vie des produits. Et en marketing, on met beaucoup d'accent sur le cycle de vie des produits, mais quand est-ce que le cycle de vie des produits démarre? C'est quand tout est prêt. Donc le marketing de l'innovation, il est là pour préparer le terrain, pour que le jour où on appuie sur le bouton et qu'on met les commerciaux sur le terrain, on ait le bon produit qui s'adresse au bon client et au bon marché. Donc dans ce schéma, j'imagine que vous avez reconnu deux choses que nous avons vues hier. La partie gauche du schéma va consister à construire la valeur. Quant à la partie droite du schéma, vous l'avez deviné, elle va consister à capturer la valeur. Donc voilà où se situe le positionnement du marketing de l'innovation en amont du cycle de vie des produits, et on dira qu'il y a une vie avant la vie. Pour les innovations, il y a une vie avant la vie, il y a une vie avant le cycle de vie des produits. Donc, cette introduction étant terminée, je vais repasser la parole à Madame Saint-Pierre en lui demandant s'il y a d'ores et déjà des questions qui nous viennent de la part des participants. Certainement, M. Millier. Donc, quelle proportion des efforts devrait être attribuée aux démarches d'exploration versus les efforts en mode exploitation? Alors ça, c'est une question très difficile, vraiment très difficile, car il y a peu d'études qui portent sur le sujet. Alors, je vais juste vous faire une réponse qui repose sur une expérience, sur l'expérience de grands groupes avec lesquels j'ai eu la chance de travailler. Alors, il faut savoir qu'en France, on a une paralysie comptable, c'est-à-dire que dans le plan comptable français, on ne peut pas trouver il n'y a pas une ligne qui correspond à des investissements marketing qui permettraient de faire de l'exploration. Simplement, les entreprises avec lesquelles je travaille, lorsqu'elles dépensent 100 en recherche et développement, dans les 100, mettez 100 000 euros ou 100 millions d'euros, peu importe, qu'elles dépensent en recherche et développement, elles font une provision qui est de l'ordre de 8 à 9 000 euros, c'est-à-dire 7 à 9%, qu'elles attribuent à du soutien à la recherche et développement. Donc vous voyez, c'est de l'ordre de 7 à 8% dans des grands groupes avec lesquels je travaille, mais honnêtement, je n'ai pas connaissance d'études qui portent sur des chiffres pour donner une proportion. Question, à l'étape du Customer Discovery, on cherche le fit problème-solution. On remarque souvent qu'un problème existe, mais on a souvent du mal à mesurer à quel point ce problème doit être réglé. Comment mesurer le poids de la problématique chez des clients potentiels? Alors là aussi, c'est très dur parce qu'il n'y a pas beaucoup de métriques. Alors si on se rappelle du schéma qui s'appelait de l'idée au marché en 3 temps, sur la partie gauche, qui correspond d'ailleurs à la Customer Discovery, vous avez vu que j'avais inscrit qu'on est dans le domaine de l'intuition, de l'interprétation. Eh bien, comme on l'a dit, puisque l'inventeur qui a connaissance d'une technologie que les clients ne connaissent pas, l'inventeur est mieux placé que le client lui-même pour formuler le problème du client. Eh bien, c'est à l'occasion de discussions, de conversations et d'observations des problèmes que rencontre le client que l'innovateur va un peu se substituer au client lui-même pour estimer dans quelle mesure ce problème est critique. Alors, là où la difficulté est un peu moindre, c'est quand on peut monétiser le bénéfice apporté par l'innovation. Par exemple, quand on apporte un logiciel qui améliore la productivité d'un atelier, on sait qu'à la fin de l'année, on aura gagné, par exemple, 5% de productivité. Là, on peut monétiser la criticité. Mais quand il s'agit de systèmes qui, par exemple, vont éviter un accident d'avion, vous voyez,
combien coûte la porte blindée entre le cockpit d'un avion et la cabine passager? À combien peut-on l'évaluer? C'est simplement le prix qu'on y donne. C'est le prix qu'on donne à éviter un attentat. Donc, dans un cas comme celui-ci, le problème est critique, mais il est très difficile à calculer. Donc, quand le problème est peu calculable, il est difficile d'évaluer la criticité. Donc, je vous laisse poursuivre le prochain bloc, M. Millier. Entendu. Écoutez, merci. On va donc poursuivre. Alors, voilà où nous en sommes rendus. Donc, nous allons aborder à présent la notion fondamentale d'investissement marketing. Alors, quelle est donc cette notion? Pour introduire cette notion, il y a une observation que je vous révèle est que la technologie ne suffit pas à faire vendre des produits. Alors, pourquoi ça? C'est qu'en réalité, est-ce que les clients achètent de la technologie? Non. Les clients, ils achètent un bénéfice, ils achètent un profit, et la technologie et même le produit n'est que le support de ce service, que le support de ce bénéfice, et la technologie en tant que telle, je ne dis pas que les clients s'en moquent, mais elle ne suffit pas à faire vendre des produits. Deuxièmement, si on peut constater dans les entreprises la génération spontanée d'idées techniques, ce qui m'a toujours, comment en anglais on dit, amazed, ça m'a toujours épaté, étonné de voir quelle est la créativité des innovateurs pour inventer des produits qui n'existaient pas hier. Et si on peut constater la génération spontanée d'idées techniques dans les entreprises, en 180 études marketing que j'ai eu la chance d'encadrer, je n'ai jamais vu la génération spontanée du marché qui va avec. En quelque sorte, le marché n'est pas livré avec le produit ou la technologie. Ce qui veut dire que si les marchés ne sortent pas d'un chapeau, ne sortent pas tout seuls d'un chapeau, eh bien, il va falloir les aider à sortir. Et pour cela, en parallèle des investissements techniques que l'on va faire en R&D pour développer des produits en passant par des prototypes de produits, eh bien, si on veut avoir une chance que les marchés émergent, il va falloir faire en parallèle des investissements marketing. Des investissements marketing pour aider le marché à se développer en passant par des prototypes de besoins. Alors peut-être que vous êtes un peu surpris par les mots, mais vous n'êtes peut-être pas forcément surpris par le principe de raisonnement. Mais maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un investissement marketing et combien faut-il dépenser en investissement marketing? Alors là encore, les chiffres manquent un peu, mais les chiffres qu'on possède nous viennent par exemple d'un consultant qui a écrit un livre qui s'appelle Marketing High Technology. Et William Davido, dans ce livre, nous dit que lorsqu'un marché existe et que des leaders sont bien implantés sur ce marché, pour qu'un nouvel entrant ait des chances d'acquérir une part de marché significative, c'est-à-dire au moins 15% du marché, nous dit William Davido, ce qui est déjà beaucoup, puisque ça fait 1 sur 6, hein, on fait partie des 6 premiers en ayant 15% de part de marché, eh bien, il faut faire une dépense marketing équivalent à 70% du chiffre d'affaires du leader. Donc, vous voyez, ce sont des chiffres énormes. Si aujourd'hui, une entreprise voulait se lancer dans la fabrication d'ordinateurs portables, il faudrait qu'elle mette sur la table un chèque d'environ 70% du chiffre d'affaires annuel du leader, qui est peut-être Dell ou Hewlett-Packard, je ne sais pas qui est leader aujourd'hui. Donc vous voyez, tout est possible, mais quand on voit les chiffres comme ça calme les ardeurs des plus motivés. D'un autre côté, un autre auteur que j'ai cité hier, qui s'appelle Steve Blank, l'auteur du livre The 4 Steps to the Epiphany, la Customer Discovery, etc. Steve Blank nous donne aussi quelques chiffres. Il dit que
si un marché existe, il faut dépenser entre 1,5 et 3 fois les coûts marketing et commerciaux du leader en place. Donc là, vous voyez, ça donne un ordre de grandeur. Mais dans les deux cas, on est dans des marchés où le marché existe et donc où il y a déjà des concurrents auxquels on peut se comparer en termes de coûts. Mais quand on part de zéro, quand on part from scratch, qu'on ne peut pas se comparer à des concurrents, combien faut-il dépenser? Eh bien, alors des observations très empiriques faites par moi-même et des collègues ont l'air de révéler que lorsqu'on dépense 100 000 euros, 100 000 dollars en recherche et développement, eh bien, il faut dépenser des sommes à peu près équivalentes en investissement marketing. Donc, vous voyez, ce sont des chiffres énormes, surtout pour les entreprises qui ne font pas du tout d'investissement marketing. Comme je le disais tout à l'heure, si on ne connaît pas le mot d'investissement marketing, il n'y a aucune chance qu'on ait l'idée de faire des investissements marketing. Donc, vous voyez, les chiffres sont très significatifs. Mais je vais vous poser une question maintenant. Comment dépenseriez-vous tout cet argent si vous l'aviez à votre disposition? Alors, quand je pose cette question dans un séminaire en présentiel, la plupart des gens me répondent eh bien, je dépenserai de l'argent en études de marché et en communication. Et ces réponses sont des bonnes réponses, mais elles correspondent à des investissements marketing qu'on va appeler des investissements marketing de premier degré. C'est-à-dire que ces investissements sont faits pour connaître le marché, donc collecter de l'information pour connaître le marché, les études de marché, ou dépenser de l'argent pour se faire connaître du marché, la communication, mais dans les deux cas, sans intention de modifier le marché à notre profit. Les investissements marketing que nous allons voir maintenant sont des investissements marketing que l'on pourrait qualifier d'investissements marketing de second degré, qui eux, au contraire, ont pour objectif de modifier le marché au profit de l'innovateur, au profit de l'entrepreneur, pour que, éveillé aux modifications qu'il induit sur ce marché, l'entrepreneur puisse profiter de ces bouleversements pour prendre les places avant les autres. Et comme on le dit parfois, il y a un certain avantage à l'attaquant, encore que ce soit pas toujours systématique. Alors, voyons voir ce que sont les investissements dans la construction du marché. Donc, les investissements qu'on va pouvoir faire dans la construction du marché peuvent être saisis à deux niveaux. Il y a des investissements marketing qu'on va appeler à un niveau local, qui vont consister à modifier le comportement des clients en créant de nouvelles applications. Et ça, c'est un petit peu, si vous vous rappelez, un des principes de Steve Jobs qui disait je vais changer le monde client par client en mettant un ordinateur sur chaque bureau. Et puis, il y a des investissements qu'on peut qualifier d'investissements à un niveau global. Alors, les investissements à un niveau global sont là pour changer le fonctionnement du marché à notre profit, changer la structure et le fonctionnement du marché à notre profit. Alors, j'attire votre attention sur un point quand même clé, c'est que vous voyez, en marketing, on a plutôt tendance à s'adapter au marché, alors qu'en marketing de l'innovation, on peut prétendre que même si on est un entrepreneur, on peut avoir la force de changer le marché, son fonctionnement et sa structure. Alors, commençons par les investissements marketing au niveau local pour changer le comportement des clients. Alors, pour rentrer un peu plus dans le détail de cette construction théorique, les investissements marketing peuvent être recherchés au niveau local et au niveau local, on considérera que le comportement des clients peut être donné ou façonné. Donné, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je considère que le client a certains comportements auxquels je vais m'adapter. Et façonner, ça veut dire que
je considère que le client ne travaille pas dans les bonnes conditions et je vais modifier ses habitudes de travail pour lui apporter un bénéfice qu'il ne mesure peut-être pas encore aujourd'hui. Au niveau global du fonctionnement du marché, eh bien, également, la structure du marché peut être considérée soit comme donnée, et là, je vais m'adapter aux conditions du marché. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur un marché, il y a des acteurs, il y a des clients, il y a des concurrents, il y a des distributeurs. Et compte tenu du fait que cette structure de marché est donnée, je vais analyser tout cela pour choisir le meilleur endroit pour me placer par rapport aux concurrents face auxquels je vais essayer d'avoir des avantages concurrentiels. Mais on peut considérer que la structure du marché peut être aussi façonnée, c'est-à-dire on va modifier la manière dont le marché fonctionne à notre profit pour en tirer un meilleur parti. Quand on combine ces deux dimensions, les auteurs nous disent que cela détermine trois situations. Il y a donc la situation où on est conduit par le marché, donc c'est en bas à gauche, qui correspond à la situation où le comportement du client est donné et où la structure du marché est donnée. Il y a à l'autre extrémité une situation qu'ils appellent construire le marché, où l'on va à la fois changer le comportement du client et le fonctionnement du marché. Et entre les deux, lorsqu'on change une seule de ces deux dimensions, les auteurs nous disent qu'on est dans une situation qui consiste à conduire le marché. Donc, je reviens sur le commentaire que je faisais préalablement. Vous reconnaissez dans les situations où tout est donné, vous reconnaissez la situation du marketing, du courant dominant en marketing qui correspond à l'exploitation. Le marché a ses caractéristiques et c'est moi qui dois m'adapter. J'analyse le marché et compte tenu de ce que j'ai analysé, c'est moi qui m'adapte au marché. Donc, dans le cas où le comportement des clients est donné, alors là, on est mais typiquement au cœur de la démarche du marketing, du courant dominant marketing, où on a coutume de parler du client roi. Alors, que veut dire le client roi? Eh bien, le client a des exigences, je me plie à ces exigences et je fais les produits que demande le client, car c'est lui qui, en définitive, tient les rênes du business. Mais attention, il y a un risque à considérer le client comme roi. Et quel est ce risque? Eh bien, c'est que le roi devienne un tyran et parfois, la différence entre le roi et le tyran n'est pas très importante. Et qu'est-ce que ça veut dire que le roi peut devenir tyran? Eh bien, ça veut dire que si vous dites oui à toutes les exigences du client, réfléchissez à ce que vous êtes en train de faire, eh bien, vous êtes en train de faire gérer votre entreprise par les clients. C'est vous perdez le contrôle de votre entreprise en disant oui à tous les clients, et là, le roi devient un tyran. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est à pratiquer assez régulièrement la loi de Pareto et à regarder parmi vos clients quels sont les 20% de clients qui vous apportent 80% des ennuis et ne pas hésiter à éliminer les plus critiques. Vous verrez que c'est peut-être un peu difficile de dire non à des clients au début, mais vous en serez bien soulagé par la suite car vous pourrez mettre votre énergie sur des clients plus intéressants. De la même manière, il y a un danger à considérer que le client est roi. Car quel est ce danger? C'est qu'on parle de client. Qu'est-ce que c'est qu'un client? Un client, c'est quelqu'un qui vous donne de l'argent contre les produits que vous lui vendez. C'est un client que vous avez déjà. Eh bien, ça risque de vous faire passer à côté des non-clients. Car en effet, les gisements de croissance sont souvent à trouver en dehors de ces clients traditionnels, habituels, auprès de ceux qu'on appelle les non-clients. Et cela explique que des entreprises comme Coca-Cola ou Pepsi-Cola soient passées à côté du juteux marché des boissons caféinées, les Red Bull et autres boissons caféinées qu'on voit fleurir dans les supermarchés et les stations-service,
comment expliquer que des géants du monde de la boisson soient passés à côté de ces boissons? Eh bien, c'est que, à force de ne s'intéresser qu'à leurs clients, à force de faire des études de satisfaction client, ils n'ont pas interrogé les non-clients, leurs non-clients, c'est-à-dire des gens qui associaient le sport à des boissons caféinées. Et donc, ils ont laissé une place à des newcomers, à des nouveaux entrants sur ce marché. Donc, voilà, le risque de trop se focaliser sur les clients, c'est qu'on perd de vue les non-clients, c'est-à-dire on perd de vue l'exploration qui consiste à sortir de sa zone de confort et on passe à côté de gisements de croissance. Alors, ceci étant dit, une fois qu'on a compris ce que veut dire le comportement du client est donné, voyons comment maintenant on peut façonner le comportement des clients. Alors, pour cela, nous allons prendre quelques exemples, à la fois du monde de la consommation et du monde industriel, pour voir comment on peut créer ses propres clients. Alors là, je prends un exemple du monde de la consommation. Autrefois, à l'occasion d'un mariage, quand on voulait faire une photographie comme celle-ci, ou d'ailleurs on se demande si on assiste à un mariage ou à un enterrement, tellement les gens ont l'air joyeux, eh bien, comment faisait-on? On faisait appel à ce qu'on appelle un photographe professionnel. Et pourquoi faisait-on appel à un photographe professionnel? C'est parce que, d'une part, le matériel était sophistiqué et coûteux, c'était ces fameuses chambres noires, mais d'autre part, et surtout, la complexité du développement des plaques photographiques et des photographies relevait du savoir-faire d'un professionnel. Donc, seuls les professionnels maîtrisaient cette technique. Et puis un jour, un événement est apparu. Cet événement, c'est celui-ci. Peut-être certains se rappellent la publicité « Clic, clac, merci Kodak ». Eh bien, par cette publicité et par cet appareil, l'Instamatic, on peut dire que Kodak a vraiment créé ses propres clients. On verra de quel client il s'agit. Car en effet, que voulait dire cette publicité? Clic-clac, à vous le plaisir de faire la photographie et merci Kodak, à moi la complexité du traitement des photographies, vous m'envoyez votre pellicule, je me charge de ce développement qui est encore une affaire de professionnel et je vous renvoie les photographies. Eh bien, par l'invention de cet appareil et par cette publicité clic-clac merci Kodak, Kodak a créé des clients qu'on appelle les photographes amateurs, alors qu'autrefois, il n'y avait que des photographes professionnels. Donc voilà une manière de créer ses propres clients. Mais dans un passé plus récent, ceux qui ont inventé les tablettes, ils ont également inventé des clients. Qui achète des tablettes aujourd'hui? On n'a pas inventé des clients, on n'a pas fabriqué des clients. D'où viennent-ils ceux qui achètent des tablettes? Eh bien, ce sont des gens qui, auparavant, achetaient des téléphones portables ou des ordinateurs portables. Et en quelque sorte, vous voyez, on a transformé des non-clients en clients. C'est-à-dire, hier, les gens qui achetaient des téléphones portables n'étaient pas des clients pour les tablettes. Aujourd'hui, ils le sont devenus. On a créé les clients acheteurs de tablettes. Donc voilà un exemple ou deux exemples dans le monde de la consommation. Voyons maintenant des exemples dans le monde industriel. Alors là, je vous rapporte un exemple tiré de mon expérience. Un de mes clients avait développé ce qu'on appelle un fluide caloporteur. Alors un fluide caloporteur, c'est l'eau que vous avez dans les radiateurs de votre chauffage central, ou c'est l'antigel que vous avez dans le circuit de refroidissement de votre voiture. Et si on prend le cas de la voiture, l'antigel que vous mettez dedans est un antigel ordinaire qui fonctionne entre moins 25 ou peut-être moins 45 degrés au Canada et 100 degrés et qui est un fluide pas cher, c'est simplement de l'eau glycolée. L'industriel avec lequel je travaillais avait inventé un meilleur antigel, un meilleur fluide caloporteur qui était 3 fois meilleur que l'antigel ordinaire. C'était le meilleur antigel du monde. Il pouvait travailler entre moins 55 et plus 350 degrés sans voir se dégrader ses performances.
Et comme il était 3 fois plus performant qu'un antigel ordinaire, l'industriel avait décidé de le vendre 3 fois plus cher. Et à votre avis, combien en vendait-il? 0. C'est même pas 3 fois moins, c'était 0. Il vendait rien. Et pourquoi? Eh bien, c'est que les clients industriels qui, dans leur process, devaient travailler entre des températures extrêmes, quand ils rencontraient ce problème, ils avaient trouvé une solution. Et cette solution, c'était de recourir à un process dans lequel il y avait 2 boucles thermodynamiques. Par exemple, une boucle thermodynamique qui travaille entre moins 10 et 90 degrés, dans laquelle on met de l'antigel ordinaire, pas cher, et une boucle thermodynamique à haute température, entre 90 et 250 degrés, dans laquelle on utilise de l'huile minérale également pas chère, et entre les 2 boucles, on met un échangeur thermique qui assure le passage de la chaleur d'une boucle à l'autre. Donc vous voyez, les industriels avaient trouvé une solution. Mais le fabricant d'antigel me dit, oui, mais cette solution est mauvaise, car c'est un mauvais compromis, c'est en quelque sorte une double peine pour les industriels, car cette solution est coûteuse à l'achat et coûteuse à l'usage. Car en effet, elle est coûteuse à l'achat parce qu'on achète 2 boucles thermodynamiques, plus un échangeur thermique qui est un appareil délicat, sophistiqué, compliqué, qui utilise des matériaux nobles comme le cuivre et parfois le platine. Et la seule présence de cet échangeur fait baisser dramatiquement le rendement thermodynamique de l'ensemble. De plus, comme cet échangeur est délicat, il faut assurer une maintenance régulière pour surveiller l'échangeur afin qu'il ne se bouge pas, qu'il ne se corrode pas, qu'il ne se perce pas. Et donc, tout ceci mis bout à bout fait que le système est cher à l'achat et cher à l'usage. Donc, l'industriel me dit, s'il travaillait avec une boucle unique dans laquelle ils utiliseraient mon fluide caloporteur à haute performance, il gagnerait sur les 2 tableaux. L'installation serait beaucoup moins chère à l'achat, et comme il n'y a pas l'échangeur, le rendement serait meilleur, il n'y a pas à surveiller, donc moins de coûts de fonctionnement, donc il gagnerait sur les 2 tableaux. Donc j'attire votre attention sur un premier point. On est dans un cas où l'inventeur va oser dire à son client, monsieur le client, vous ne travaillez pas dans les bonnes conditions. Si vous acceptiez de changer votre installation complexe et peu rentable pour une nouvelle installation en boucle unique, vous gagneriez de l'argent à la fois à l'achat et en usage. Donc déjà, première chose qui s'oppose au marketing de l'innovation, j'ose dire au client que c'est lui qui ne travaille pas dans les bonnes conditions et qu'il y a mieux à faire. Mais dans le cas présent, pourquoi est-ce que les clients n'achetaient pas de boucle unique? Eh bien, c'est tout simplement qu'elles n'existaient pas sur les marchés. Il n'y a pas de fabricant qui propose des boucles uniques. Ah, c'est donc pour ça qu'aucun client n'achète mon fluide caloporteur. Donc, quand on a réalisé ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut développer une boucle unique. Mais rappelez-vous que mon client fabricant d'antigel, c'est un chimiste, un fabricant de fluides. C'est pas un chaudronnier. Il ne sait pas faire des boucles thermodynamiques. Donc, il va s'adresser à un fabricant de boucles. Il va voir le fabricant et lui dit, est-ce que vous pourriez développer une boucle unique pour des productions industrielles? J'ai développé l'antigel qui va bien pour le mettre dedans. L'industriel, le chaudronnier lui dit, ça se vend des boucles uniques comme ça? Ah ben non, ça se vend encore pas puisque je viens juste de sortir l'antigel, mais si vous les fabriquez, ça va se vendre. Ouh là là, non, l'industriel dit pas question que je prenne le risque d'investir dans un système nouveau alors que le potentiel de marché est si incertain. Donc, voyant que le chaudronnier refuse de développer le produit, il n'y a plus qu'une seule solution. C'est que le fabricant de fluides finance l'investissement dans le développement de cette boucle, c'est-à-dire paye le développement de la boucle, assume le risque de développement de l'installation, et ça coûte très cher. Et voilà un investissement marketing pour le produit. Donc vous noterez au passage une première chose, c'est le changement de raisonnement où on est passé d'un raisonnement composant au raisonnement système.
tant qu'on raisonne fluide, on ne vend rien. À partir du moment où on commence à raisonner fluide plus boucle, là, on peut avoir l'espoir de commencer à voir quelque chose. Deuxièmement, vous noterez également la différence entre les installations neuves et anciennes. En effet, un industriel qui a déjà un système qui fonctionne, il ne va pas le démanteler pour racheter une boucle unique simplement parce qu'elles existent. Donc, ce nouveau système ne s'adressera qu'aux installations neuves ou au revamping complet d'installations existantes. Et ce principe, je l'ai vu appliqué dans une multitude de cas. Un fabricant de membranes tubulaires qui viennent remplacer les membranes planes dans des installations de filtration, il doit financer le développement des installations à membrane tubulaire. Sinon, personne n'achètera jamais de membrane tubulaire. De la même manière, un de mes clients avait développé de la fibre optique plastique qui pouvait servir dans l'automobile pour véhiculer de l'information à la place des réseaux câblés en cuivre. Mais si on ne développe pas, si on ne finance pas le développement d'un convertisseur optoélectronique, il n'y aura jamais 1 mètre de fibre optique qui rentrera dans la voiture. Donc vous voyez, on est toujours obligé de penser système lorsqu'on développe un composant. Et donc, en conclusion de ces expériences, pour un fabricant de fluides caloporteurs, investir dans le processus de mise en œuvre de ce fluide, c'est-à-dire dans la boucle unique, c'est un véritable investissement marketing pour le fluide, car cela consiste à prototyper le besoin. Alors, je vous montre un article qui parle de prototypage de besoin pour montrer que ça coûte énormément d'argent. Vous voyez, investir dans une boucle, c'est beaucoup d'argent. Donc, c'est des coûts qui sont à peu près équivalents à ce que l'industriel avait dépensé dans le développement de son fluide. Donc, voilà où passe l'argent, voilà où passent des investissements de second degré. C'est dans des investissements techniques. Et je vous indique un article qui parle du prototypage de besoins. C'est l'article de John Seeley Brown qui dirigeait le Palo Alto Research Center. Vous verrez dans cet article, il montre comment le centre de recherche a travaillé avec un laboratoire pharmaceutique pour qu'ensemble, ils développent un système pour gérer les formulaires générés par l'industrie pharmaceutique. Donc là, vous voyez, on rejoint Steve Blanc qui nous dit on est dans la phase de Customer Creation. Donc si on n'investit pas dans l'application, eh bien, le comportement du client ne sera jamais changé et on n'aura pas créé un client nouveau pour notre fluide. Voyons voir maintenant un autre type d'investissement, cette fois-ci, investissement à un niveau global. Alors, l'investissement à un niveau global, c'est comment changer la structure du marché à notre profit et le fonctionnement du marché à notre profit. Donc, pour essayer de comprendre comment cela fonctionne, on va prendre un deuxième type de produit, alors qu'il n'est plus du tout dans la même industrie, pour voir comment on peut façonner le marché. Cet exemple, il nous vient de l'industrie de la santé, et on va voir comment on peut investir dans la construction du marché de ce que nous allons appeler des organes bio-artificiels. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un organe bio-artificiel? Eh bien, cela consiste à encapsuler des cellules vivantes ou des principes actifs dans une membrane biocompatible et à greffer cet organe bio-artificiel dans le corps humain pour venir aider ou remplacer un organe défaillant. Donc, par exemple, dans le cas qui nous avait préoccupé, l'entreprise extrayait des cellules de pancréas de porc qu'elle concentrait, qu'elle purifiait et qu'elle encapsulait dans ces membranes biocompatibles. Donc, si vous voulez vous représenter à quoi cela ressemble, c'est comme une sorte de saucisse, une saucisse de Strasbourg. Donc, avec un acte chirurgical, vous implantez cet organe bioartificiel dans le corps humain
Et cela vient tantôt aider, stimuler ou remplacer le pancréas déficient. Et vous voyez l'aspect magique des choses, c'est qu'on vient guérir le diabète. On vient guérir le diabète. Vous vous rendez compte du progrès qu'apporte cet organe bioartificiel. Donc, on peut se dire, mon marché, c'est le marché du diabète. Et c'est un marché énorme puisqu'il y a au moins 380 millions de diabétiques dans le monde. Mais si on veut avoir la moindre chance de pouvoir introduire ces organes, ce pancréas artificiel dans le monde de la santé, il y a quelques préalables. Car, en effet, on se trouve face à deux solutions incommensurables. Qu'est-ce que ça veut dire, deux solutions incommensurables? Ça veut dire que les dimensions même sur lesquelles on pourrait comparer les solutions n'existent pas. C'est ainsi que dans le passé, on ne soignait pas, on ne guérissait pas le diabète, mais on palliait aux effets du diabète en injectant aux patients quotidiennement une ou plusieurs doses d'insuline. Et maintenant, eh bien, on a une solution qui est radicalement différente. C'est un organe bioartificiel qu'on vient implanter dans le corps humain avec un acte chirurgical et en une seule fois, on a réglé le problème du diabète du patient. Donc, comment introduire ce produit miraculeux sur le marché où je voudrais attirer votre attention sur le fait qu'une industrie entière s'est créée autour de l'insuline. Les fabricants comme Eli Lilly savent fabriquer de l'insuline, les médecins savent combien il faut prescrire d'insuline, les infirmiers et infirmières savent comment injecter l'insuline, les patients savent reconnaître les troubles liés au diabète et s'injecter éventuellement eux-mêmes l'insuline, les hôpitaux savent stocker l'insuline, les pharmacies aussi. Donc une industrie entière s'est créée autour de l'insuline. Donc là, ce marché a une structure et un fonctionnement qui est donné et tout entier organisé autour de l'insuline. Si on veut avoir une chance de rentrer sur le marché du diabète, entre guillemets, avec les organes bioartificiels, que faut-il faire? Eh bien, il faut d'abord aller voir sur le marché ce que veulent les clients. Mais cette question a l'air triviale. Que veulent les clients? Mais elle pose un problème, outre le fait que nous avons vu hier que les clients ne savent pas formuler un besoin. Cette question pose le problème de qui est le client, car en effet, si on s'adresse aux malades en leur demandant de quoi auriez-vous besoin, là vous voyez qu'on fait une hypothèse. On fait une hypothèse en considérant que le patient est le client. Mais en marketing, parfois, on a coutume de dire que le client, c'est celui qui décide d'acheter le produit. Est-ce que c'est le patient qui va décider d'acheter le produit? Non. Qui va décider d'acheter le produit? Eh bien, c'est qui va décider de prescrire le produit pour ce client? C'est le médecin. Donc, si on veut avoir une chance de rentrer sur ce marché, il va bien falloir voir au moins ces deux acteurs, voir les patients et leur dire « Bonjour, monsieur le client, si vous faites poser un pancréas bioartificiel, non seulement vous serez guéri du diabète, mais en plus, vous n'aurez pas tous les side effects, les side effects qui vont avec les inconvénients qui vont avec la piqûre quotidienne d'insuline, vous aurez du confort de vie. » Maintenant, vous allez voir le médecin et vous lui dites « Bonjour, madame le médecin, pensez que si vous prescrivez des organes bioartificiels, c'est un produit magique, vous allez guérir le diabète. Mais vous vous rendez compte, vous serez le premier médecin au monde à guérir le diabète grâce à ce produit. Mais on se rappellera de votre nom encore dans 40 ans, comme on se rappelle aujourd'hui du nom du professeur Barnard, qui a été le premier à implanter un cœur dans une poitrine. Mais parfois, en marketing aussi, on dit le client, c'est celui qui paye. Mais qui va payer ici? C'est les compagnies d'assurance. Donc, il faut aussi aller voir les compagnies d'assurance. Et cette fois-ci, il va falloir leur tenir un autre discours. Là, ce n'est pas le confort du patient qui va les intéresser, car les compagnies d'assurance vont nous dire combien ça vaut un produit comme ça?
Oh, on peut estimer que ça vaut 80 000 $ une fois posé. Oh, l'assurance dit comment 80 000 $? Mais une piqûre d'insuline, ça coûte 10 $ par jour. Vous vous rendez compte, 80 000 $, où est l'économie? Ah ben là, l'économie, elle est évidente, c'est sur la vie du patient. Vous voyez, sur la vie d'un patient, sur 30 ans de vie du patient, vous allez payer 1 ou 2 injections d'insuline par jour et penser que le patient guéri va travailler, va payer son assurance à 80 000 $, mais vous gagnez de l'argent sur la vie du patient. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a un autre acteur qu'il va falloir prendre en compte, c'est le chirurgien, car jusqu'à présent, on faisait une piqûre d'insuline, c'est l'infirmier ou l'infirmière qui s'en charge. Maintenant, il va falloir mettre aussi dans la boucle le chirurgien. Et on va aller le voir, lui disant « Bonjour, monsieur le chirurgien, les organes bioartificiels, c'est absolument génial parce que, regardez, hier, vous n'opériez pas le diabète. Aujourd'hui, je vous apporte des opérations supplémentaires, donc du business, et donc l'année prochaine, vous allez pouvoir changer votre voiture pour acheter une Ferrari. » Et donc, vous voyez, qu'est-ce qu'on a fait dans ce jeu? Essayez de décoder ce qu'on a fait. On est allé voir tous les acteurs en présence sur le marché. Qui est le client? On n'en sait rien précisément. En tous les cas, tout le monde a une partie de la décision entre les mains. Donc, si dans un marché comme celui-ci, plusieurs personnes ont une partie de la décision entre les mains, il n'y a pas d'autre solution que d'aller les voir tous. Et vous avez remarqué le discours qu'on a tenu à chacun. Aux patients, on a parlé de confort de vie. Aux médecins, on a parlé d'ego, vous serez le premier à guérir le diabète. À l'assurance, on a parlé d'économie. Aux chirurgiens, on a parlé de business. Eh bien, si on veut avoir une chance que le marché se construise, il faut aller voir chacun des groupes d'acteurs en présence dans le monde du diabète et les convaincre avec un discours spécifique que, écoutez bien cette phrase, les organes bioartificiels sont aussi indispensables pour eux que pour vous-même. Ce procédé qui consiste à convaincre les acteurs que votre projet est aussi indispensable pour eux que pour vous-même, on l'appelle l'intéressement. Et en sociologie de l'innovation, on appelle ça l'intéressement. Donc, en d'autres termes, il faut aller voir chacun des acteurs en présence sur le marché et le convaincre de tirer dans la même direction que vous, c'est-à-dire dans la direction de la construction du marché des organes bioartificiels. Et ça coûte un argent fou. Combien cela va coûter? Quand vous envoyez un de vos commerciaux rendre une visite à un client, combien cela coûte-t-il? Si c'est un déplacement national, ça va coûter entre 150 et 500 $ selon la distance. Si vous l'envoyez à l'international, ça va coûter entre 1500 et 2000 ou 3000 $ selon où ça se situe. Et combien de contacts va-t-il falloir prendre dans un marché comme celui-ci pour avoir une chance que tout le monde tire dans le même sens que nous? C'est des dizaines, voire des centaines de contacts. Et si on multiplie des dizaines ou des centaines de contacts par des centaines ou des milliers d'euros par contact, ça fait très vite des centaines de milliers de dollars qui sont dépensés dans la construction du marché pour convaincre chaque groupe d'acteurs, l'un après l'autre, de tirer dans le même sens que nous. Et ça coûte un argent fou. Donc, en conclusion, pour changer le marché à votre profit, eh bien, il faut contacter chaque groupe d'acteurs qui joue un rôle dans votre futur marché de manière à les intéresser. Alors, je répète ce nom de intéresser. Intéresser, ça ne veut pas dire donner de l'argent sous la table. En sociologie de l'innovation, je répète, intéresser, ça veut dire rendre votre projet aussi important pour chacun des acteurs que pour vous-même. Et tant que vous n'en serez pas rendu là, eh bien, quelqu'un va bloquer sur le marché. Et tant qu'il y aura des blocages, il sera très difficile de rentrer sur le marché. Intéressez les acteurs pour les faire tirer dans la même direction que vous, de manière à
construire un nouveau marché. Vous voyez, par ce maillage des acteurs que l'on réalise, en allant voir chaque groupe d'acteurs, eh bien, on va organiser le marché, on va construire un nouveau marché et, point important, c'est à partir d'acteurs préexistants, les malades préexistaient aux organes bioartificiels, les médecins préexistaient au pancréas artificiel, les chirurgiens préexistaient, l'assurance préexistait, tous ces acteurs existaient avant, mais ils n'étaient pas organisés en un marché pour les organes bioartificiels. Ils étaient organisés en un marché pour l'insuline, mais pas pour les organes bioartificiels. Donc, tout cela pour créer un nouveau marché à partir d'acteurs individuels et désorganisés du point de vue des organes bioartificiels. Et tout cela, eh bien, on l'a vu, des centaines ou des milliers de dollars par contact multipliés par des centaines ou des milliers de contacts, ça coûte très vite des centaines de milliers de dollars. Donc, voilà où passe l'argent de l'investissement marketing de second degré. Soit on va créer des applications, on va investir dans des biens d'équipement qui permettent de mettre en œuvre le composant qu'on a fabriqué, et là c'est des dépenses importantes, soit on va mailler le marché en contactant les acteurs, et dans les deux cas, cela coûte beaucoup d'argent. Donc, nous en sommes rendus à l'heure à laquelle je vais repasser la parole à Madame Pierre pour lui demander si ces notions d'investissement ont suscité des réactions de la part de nos auditeurs. Oui, bonjour. Alors, M. Millier, on a demandé à nos participants de nous quantifier leur budget marketing-vente en pourcentage de leur investissement en développement technologique et à moins de peut-être quelques exceptions qui consacraient plus d'argent, la majorité des répondants ils consacrent moins de 25%. Donc, ça confirme un peu ce qu'on a déjà vu par le passé. Mais je vous lance une question de l'auditoire. Quels sont les critères qui indiquent que le marché et ou le client sont donnés ou façonnés? À vous la parole, M. Millier. Ah, mais là, on retombe typiquement dans ce que j'avais appelé hier l'état d'esprit, le mindset. Vous voyez, quand hier je disais, en utilisant les mauvais mots, on se met dans la tête, on prépare dans la tête les mauvaises actions. Hein. En français, on a une expression, c'est le poisson pourrit toujours par la tête. Ça veut dire, si on se met dans la tête des mauvaises idées, on va pourrir son action. Et donc hier, j'ai pris un exemple qui était de dire le futur, c'est ce qui va arriver. Ça, c'est une mauvaise idée. Et je vous ai dit, une meilleure manière de considérer les choses, c'est un autre mindset, c'est considérer que le futur, c'est ce que je vais faire de manière à pouvoir contrôler le futur et pas me condamner à le prédire. Eh bien, donner ou façonner les clients, c'est un mindset. C'est-à-dire, vous pouvez très bien choisir de considérer que le comportement des clients est donné et vous y adaptez, c'est votre choix, mais vous risquez d'être aveugle au fait que vous pouvez façonner le comportement des clients. Donc c'est vraiment une décision et une nouvelle manière de réfléchir le marketing. Se mettre d'autres idées dans la tête, vous voyez, on n'est pas condamné à s'adapter au marché, on peut oser dire aux clients, vous ne travaillez pas dans les bonnes conditions et je vais vous apprendre comment travailler. Merci infiniment. Donc, peut-être une autre question. Quels sont les critères pour présenter un prototype au client en termes de maturité de développement du prototype? Donc, il y a les fameuses échelles de TRL, Technology Readiness Level, de 1 à 9, possiblement qu'on réfère à ce concept-là. Monsieur Millier? Alors ça c'est d'ailleurs au passage il y a un autre concept qui est le MRL, un Market Readiness Level qui existe aussi. Mais là en fait on peut présenter quelque chose au client quel que soit le niveau de maturité.
Si vous vous rappelez ce qu'on a dit hier, on a parlé de MVP, de PMV, produit minimum viable. Et je vous ai dit, le PMV, c'est le plus petit truc, j'ai utilisé ce mot, le plus petit truc qu'on peut mettre dans les mains des clients pour obtenir de leur part le retour d'information le plus important. Une entreprise avec laquelle je travaille qui s'appelle Schneider Electric, une très grande entreprise qui fait des composants électriques, lorsqu'ils développent un nouveau concept, eh bien, ils payent une prestation à des designers qui vont tout simplement leur faire des dessins très évocateurs sur des PowerPoint. Par exemple, quand on travaille sur de la réalité augmentée, eh bien, on va visualiser un téléphone qui envoie des ondes sur une machine et sur l'écran de son smartphone, on voit l'intérieur de la machine, on voit les composants de la machine, on voit la référence des composants de la machine qu'il faut changer. Donc, et ça, c'est simplement sur un PowerPoint. Donc, vous voyez, on est dans un état de technology readiness level qui est proche de zéro. Et à ce stade très précoce où on en est à tester le concept, eh bien, c'est suffisant. Mais évidemment que plus on s'approche de la commercialisation, c'est-à-dire plus on avance au cours de l'état transitoire et qu'on se rapproche de la date de commercialisation, plus le prototype doit être élaboré et proche de la réalité pour que le client puisse débusquer les derniers défauts qui persistent dans le prototype pour pouvoir les corriger avant de l'acheter de manière définitive. Merci infiniment. Alors, peut-être qu'on pourra partager avec les participants les références par rapport au Market Readiness Level auquel vous avez référé. Dernière question, M. Millier. Considérant que l'on vise une niche suffisamment précise, que pensez-vous de la phrase suivante? Think global, act local. Ne croyez-vous pas que l'aspect géographique devrait être considéré également? Ah, ça c'est absolument évident. On va le voir d'ailleurs tout à l'heure dans un des blocs là qu'on va aborder. La considération géographique est très importante car aller sur des marchés à l'export coûte beaucoup plus cher. Et si une entreprise a des moyens limités, il est préférable que dans un premier temps, elle vise des marchés locaux. Et c'est non seulement une question de coût, mais si on est dans les phases précoces de développement du concept, de la technologie et des premiers produits, le fait d'être géographiquement proche de ces premiers clients avec lesquels on fait des tests permet d'accélérer considérablement les interactions entre les acteurs. Donc la proximité géographique est indéniablement un atout pour démarrer le processus. Et quand on a suffisamment fait ses preuves, c'est-à-dire quand, si vous vous rappelez ce qu'on a dit hier, quand on est devenu leader sur les premiers segments conquis, donc si on admet qu'il y a certains segments de marché qui sont des segments nationaux, si on est devenu leader sur les premiers segments nationaux que l'on a conquis, eh bien on va inspirer plus confiance sur des marchés internationaux. Merci infiniment. Donc, je vais vous laisser introduire le prochain segment sur le foisonnement et la focalisation. D'accord. Juste, il n'y a pas de conférence qui est associée à cette pause, Madame Saint-Pierre? Est-ce que vous aviez terminé, M. Millier, ou Oui. OK, excellent. Ben, merci infiniment de ce contenu tout à fait relevé. Donc, effectivement, je voulais simplement faire un rappel sur le tirage de 2 de vos volumes qu'on va faire demain. En l'occurrence, 6 exemplaires pour nos amis américains que vous avez publiés avec Wiley en
1999 du bouquin Marketing the Unknown, ainsi que 6 exemplaires pour le Canada et 6 autres pour la France de votre livre édité avec Erol en 2016, l'étude des marchés qui n'existe pas encore. Donc, on va procéder au tirage de ces exemplaires-là demain. J'aimerais tout de suite, I would like to mention our sponsors from the United States, Arizona Commerce Authority, City of Surprise Economic Development, Canada Consulate in San Diego, AZ Tech Accelerator, Greater Phoenix Economic Council, Sun Corridor, University of Arizona Tech Park, University of Arizona Center for Innovation, Canada-Arizona Business Council et la délégation générale du Québec à Los Angeles. Donc, nous allons retourner à vous, M. Millier, peut-être pour un dernier, on me dit que vous avez un dernier segment d'une douzaine de minutes avant la pause. Sur le foisonnement et la... Oui, c'est beau. C'est ça. On est bien d'accord sur le timing, tout va bien. Voilà, donc après avoir vu cette notion d'investissement marketing, eh bien, on va découvrir les principes pour introduire une innovation sur le marché. Alors, pour s'introduire sur le marché, le premier principe tient en 3 mots, c'est foisonnement, segmentation, focalisation. Alors, foisonnement, focalisation, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire, imaginez qu'un entrepreneur, un chercheur, un innovateur progresse le long d'une ligne directrice pour développer un matériau nouveau à base de verre, par exemple. Et puis, un beau jour, arrive un phénomène surprenant, voilà que le projet se met à foisonner. Eh bien, on a vu un exemple de ce foisonnement hier avec la laine de verre ultra fine, si vous vous rappelez l'exemple que nous avons traité hier. Et voilà un projet qui pousse comme un chou-fleur. Donc, qu'est-ce que c'est que la phase de foisonnement et pourquoi cette phase de foisonnement est nécessaire en dépit du fait qu'elle est, comme nous l'avons vu, un peu inconfortable, car elle peut mettre l'innovateur dans un certain désarroi. Alors, pourquoi est-ce que ce foisonnement peut être un peu désorientant parce que chaotique? Bien parce qu'il fait tout simplement quitter le chercheur, l'innovateur, de sa zone de confort. Jusqu'à présent, l'innovateur était un spécialiste du verre et de la laine de verre, et maintenant qu'on plonge dans les applications de la laine de verre, il va falloir maîtriser des compétences dans les batteries, dans la culture hors sol, dans les couches culottes, dans la fabrication d'anoraks ou de boules qui autant de compétences dont il ne dispose pas, et voilà que ce foisonnement va provoquer une sorte de remise en cause de la part du marché, et donc c'est un peu déstabilisant. Pour autant, l'expérience des travaux de recherche que j'ai menés ont montré que cette phase de foisonnement est nécessaire, car elle revient à créer des choix. Car en effet, si on ne pense pas de choix, quand on a le choix entre une seule application, ce n'est pas un choix. Donc déjà, d'avoir cet éventail de choix à sa disposition, c'est un atout. Ensuite, comme nous l'avons vu hier, qui est à l'origine du foisonnement? Eh bien, ce sont les clients, ce sont d'éventuels futurs clients dans les mains desquels on met précocement un produit ou un concept de produit et qui, stimulés par la découverte de ce produit nouveau qu'ils ne connaissaient pas, vont dire « Waouh, merveilleux ce logiciel pour modéliser le bruit dans les canalisations, c'est juste ce que je voulais. » Donc, vous voyez que puisque c'est le client qui est à l'origine du démarrage du foisonnement, le projet part dans tous les sens à l'initiative des clients, eh bien là, le projet commence à être market-driven, c'est-à-dire maintenant, il n'est plus seulement poussé par l'innovateur qui travaille sur sa technologie,
mais le projet va être autant tiré par les clients que poussé par l'innovateur. Donc, dans une perspective marketing, voilà pourquoi le foisonnement est nécessaire au succès des projets. Maintenant, on ne peut pas foisonner à l'infini parce que ça va nous emmener très loin et on ne sait pas où. Donc, à un moment donné, il faut prendre un peu de recul et s'arrêter pour faire le bilan de toute l'information que l'on possède afin de dresser une segmentation de son marché à partir de toute l'information qu'on a recueillie lors de ces visites clients et lors des commentaires que les clients nous ont faits sur notre produit. Donc, voilà où se situe donc le troisième terme du processus, foisonnement, segmentation, focalisation. Et cette phase de segmentation, mes recherches ont montré qu'elle était tout autant nécessaire au succès des projets. Pourquoi est-ce qu'elle est nécessaire? Parce que la segmentation, c'est le moyen par lequel on va se doter d'une vision de son marché. C'est le moment où on va passer d'une multitude de clients qui se ressemblent à des paquets de clients pour pouvoir faire des choix. Donc la segmentation est le moyen d'éviter deux écueils, soit de dire tous les clients se ressemblent et mon marché c'est le marché du coton, vous avez reconnu le mythe du gros marché, et l'autre écueil c'est de dire tous les clients sont différents, parce que sinon on va faire un produit pour chaque client et là on va dépenser une fortune. Donc faire des segments, c'est regrouper les clients pour avoir un nombre discret de segments à choisir, et à partir de là, comme on ne peut pas aller partout, hein, la sagesse nous dit qu'on ne peut pas aller partout, il va falloir se focaliser. Ça, c'est le troisième terme de l'équation, se focaliser. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, se focaliser? Ça veut dire choisir un petit nombre de segments de marché. Et là aussi, cette phase est nécessaire parce que le chasseur qui essaye de tirer 10 lapins à la fois, il a toutes les chances de rater 10 lapins. Donc, comme on n'a pas les moyens d'investir sur tous les segments à la fois, qu'on soit une petite ou une grosse entreprise, aucune entreprise n'a les moyens d'aller sur tous les segments à la fois. Donc, la sagesse va lui conseiller de se focaliser. Et se focaliser, ça veut dire quelque chose de très précis. Focaliser, ça veut dire choisir un petit nombre de segments et concentrer dessus son énergie en s'acharnant à résoudre tous les problèmes, les uns après les autres, au fur et à mesure qu'ils surviennent, dès qu'ils surviennent, jusqu'à ce qu'on les ait tous résolus et qu'on soit prêt à se lancer. Donc, je répète les termes pour qu'ils soient bien compris. S'acharner. Pourquoi s'acharner à résoudre tous les problèmes? C'est que si vous baissez les bras à la première difficulté en vous disant « Ah ben on n'a pas de chance, on a choisi un mauvais segment, il est difficile, on va aller sur un autre ». De toute manière, vous allez rencontrer d'autres difficultés sur ce deuxième segment. Donc, si vous papillonnez et que vous abandonnez à la première difficulté, vous n'allez jamais réussir sur aucun. Donc, concentrer son énergie en s'acharnant à régler tous les problèmes, les uns après les autres. Pourquoi les uns après les autres? Parce qu'il vaut mieux les régler les uns après les autres que d'attendre d'avoir 10 ou 20 problèmes pour les régler tous ensemble. Ça devient très décourageant. Au fur et à mesure qu'ils surviennent et dès qu'ils surviennent. Pourquoi? Et si on reprend l'exemple de la fibre de renforcement des bétons hier, imaginez que vous retourniez voir le maçon auquel vous avez laissé un sac de fibres, que vous retourniez le voir 6 mois après. Si vous vous rappelez bien, il s'est coupé les doigts, il a cassé sa bétonneuse, il a fait des murs poilus que le client ne veut pas payer. Si vous retournez 6 mois après en lui demandant « Alors, cher monsieur, ça s'est bien passé, ces essais », il a sincèrement l'impression que vous vous moquez de lui. Donc, voilà pourquoi il faut résoudre les problèmes les uns après les autres dès qu'ils surviennent pour éviter que le client que le problème chez le client ne s'envenime et qu'il vous en veuille à mort pour le reste de sa vie.
Et pourquoi les résoudre jusqu'à ce qu'on les ait tous résolus? C'est que tant qu'il reste des problèmes irrésolus, ce sont des conditions de rejet du produit par les clients. Donc s'acharner à résoudre tous les problèmes les uns après les autres au fur et à mesure qu'ils surviennent, dès qu'ils surviennent, jusqu'à ce qu'on les ait tous résolus et qu'on soit prêt à se lancer. Et donc cette focalisation est nécessaire car elle consiste à faire des choix. Vous voyez, dans un processus de créativité, d'abord on crée des choix et ensuite on fait des choix en se focalisant. Cette focalisation est nécessaire. Là, on peut utiliser une formule qui est P égale F sur S. C'est une formule de la physique. La pression et la division de la force par la surface. Alors, pourquoi faire appel à cette formule? Eh bien, si vous n'avez pas beaucoup de force, imaginez vous êtes un entrepreneur, une start-up qui se lance, qui n'a pas beaucoup de force, elle n'a que l'argent que le créateur a mis dedans, elle n'a pas beaucoup de force. Donc, pour exercer une pression plus forte sur le marché et avoir une influence sur ce marché, il faut réduire la surface. Donc, ça veut dire choisir des segments plus réduits. Et là, on utilise une formule en entrepreneuriat. Cette formule, c'est une start-up doit viser des marchés pour lesquels elle est correctement structurée. Si vous visez trop gros ou trop vite, on a vu hier ce qui se passe. Vous pratiquez la James Dean School of Management, vous vivez vite, mais vous mourrez vite aussi. Donc, visez des marchés pour lesquels on est correctement structuré. Et la dernière chose qu'il faut garder en tête si vous voulez mémoriser ce principe, c'est qu'il vaut mieux réussir que d'échouer sur tous. C'est vraiment une leçon de bon sens. Donc, il vaut mieux réussir sur un petit nombre de segments que d'échouer sur tous. Et la règle pour franchir l'étape de focalisation dans de bonnes conditions, c'est qu'on ne franchit jamais la phase de focalisation seul, mais toujours accompagné avec l'aide de clients ou d'éventuels futurs clients, qu'on appelle très souvent, enfin c'est un auteur qui s'appelle Eric Von Hippel, qui appelle ses clients des lead users. Qu'est-ce que c'est qu'un lead user? C'est quelqu'un qui est à la recherche d'une solution unique à un problème technique aigu qui l'embête depuis longtemps, et c'est surtout le lead user, quelqu'un dont les besoins d'aujourd'hui ressemblent aux besoins des autres industriels de la profession dans 3 ans ou dans 5 ans. Donc c'est une sorte de précurseur. Et le travail que l'on va faire avec ce lead user, c'est un travail qu'on va appeler un travail de co-développement. Donc, très important de considérer que le co-développement, ce n'est pas simplement un test qu'on fait chez le client, un bêta-test, comme on a coutume de dire, c'est vraiment mettre en commun des ressources pour développer ensemble l'innovateur et son client, un couple produit-problème qui va permettre de déboucher sur un nouveau business. Et quels sont les avantages de ce co-développement? Eh bien, c'est que l'innovateur et le client mettent des compétences communes dans le projet, des compétences complémentaires. L'ingénieur qui est spécialisé dans la métallurgie, il ne connaît rien au bâtiment et à la construction. En travaillant avec un industriel de la construction ou du bâtiment, on va pouvoir ensemble mélanger des compétences complémentaires pour arriver à résoudre le problème du client avec une offre qui est de la valeur à ses yeux. L'autre avantage, c'est qu'on met aussi en commun des ressources financières et humaines. On a donc plus de force pour avancer plus vite. L'autre avantage du co-développement, c'est que comme on travaille directement avec un client, on met très vite le doigt sur les problèmes qui sont importants pour le client et que le client voit tout de suite. Hier, vous vous rappelez, on a dit, le maçon voit tout de suite que la fibre coupe les doigts, casse la bétonneuse et fait des murs poilus, alors que dans les conditions de laboratoire, on ne l'avait pas vu. Donc, faire du co-développement, c'est un formidable raccourci pour travailler dans des conditions réelles avec des clients et avancer plus vite et de manière plus complémentaire vers une solution qui convient à tous.
Donc le co-développement, en plus, ça a un gros avantage, c'est que le client avec lequel vous allez collaborer pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois, il y a toutes les chances qu'il se sente engagé et qu'à l'issue du co-développement, il vous achète et vous réachète le produit. Et donc, on revient à notre ami Steve Blank qui nous dit Develop the product for the few, not for the many. Vous voyez, avant de penser au produit universel qui va satisfaire tout le monde, Steve Blank nous dit il faut avoir développé un produit avec au moins un client pour être sûr qu'on a développé quelque chose qui tienne la route. Après, on fera évoluer ce produit pour qu'il satisfasse d'autres segments de marché. Mais si au début, on n'en a pas développé pour au moins un ou quelques clients, il n'y a aucune chance qu'un jour, on développe un produit qui satisfasse l'ensemble des clients. Donc cette phrase est très forte parce qu'encore une fois, elle prend à contre-pied les principes du marketing. Juste un dernier mot sur la focalisation. Que veut dire petit nombre? Eh bien, mon expérience me fait dire que petit, c'est autour de 3. Autour de 3 segments par personne en charge du développement marketing. Et j'appelle ça la stratégie du pyromane. Vous voyez comment s'y prennent les pyromanes pour mettre le feu à la forêt en Californie, où il y a des feux très fréquemment. Ils allument plusieurs feux. Pourquoi est-ce qu'ils allument plusieurs feux? C'est pour avoir plus de chances de mettre le feu à la forêt. Et pourquoi ils ont plus de chances? Eh bien, c'est que si le vent souffle dans un sens, il va peut-être éteindre un foyer, mais il va en attiser un autre. Donc, plus de chances. Si les pompiers sont attirés par un premier foyer, pendant qu'ils sont sur un premier foyer, ils ne sont pas sur les autres. Ça donne plus de chances de mettre le feu à la forêt. Donc, quelle est l'analogie avec le marketing? Eh bien, comme on l'a dit, l'innovation est incertaine. Donc, malgré tous les efforts et toutes les analyses que l'on peut faire, on n'a jamais la certitude que les segments que l'on va choisir seront des segments sur lesquels on va réussir. Il y a toujours une notion de pari derrière le lancement d'une innovation sur un marché. Donc, en lançant son produit sur 3 segments à la fois, en quelque sorte, on multiplie les chances qu'il y ait au moins un segment qui réagisse favorablement à l'offre qu'on a mise sur le marché. Et à partir du moment où on a vu qu'un segment réagit favorablement, en quelque sorte, on va souffler sur le feu pour l'attiser, c'est-à-dire on va encourager les clients, on va aller dans leur direction, on va communiquer sur ce segment, on va améliorer le produit pour qu'il soit encore meilleur dans ce segment, pour que cette contagion gagne l'ensemble du marché. Donc, retenons ça, un petit nombre de segments, c'est aux environs de 3. Si on en choisit plus, on risque de se disperser, et si on en choisit moins, on diminue ses chances de réussir sur au moins un segment. Et que se passe-t-il durant la phase de focalisation? Pas de surprise. On fait des allers-retours entre la technologie et le marché, entre le fournisseur et le client, et à l'issue d'un processus de give and take qu'on a vu hier, on converge ensemble vers un couple produit-marché que ni l'un ni l'autre n'aurait pu imaginer au début de la rencontre. Et donc, écoutez, je crois qu'on est arrivé à peu près au terme de ce bloc. Je vais donc passer la parole à Madame Saint-Pierre pour les questions de nos auditeurs. Merci, Monsieur Millier. Donc, j'ai 2 questions pour vous. La première, comment valider avec le moins de risques possible l'intérêt d'un produit innovant? Les lettres d'intention de la part de clients ont un poids, mais n'attachent pas un client. Faut-il faire des bancs d'essai rapidement avec nos MVP? Mais si le produit n'est pas prêt, faut-il assurément dévoiler un prix de marché? À vous, Monsieur Millier. Alors là, j'ai l'impression qu'il y a 2 questions dans la vôtre. Il y a la notion d'engagement. La notion d'engagement est quelque chose de tout à fait fondamental, mais encore faut-il savoir ce qu'on appelle l'engagement. Pour moi, la lettre d'engagement
elle engage très peu, comme un NDA, c'est juste une petite sécurité. L'engagement, alors quand je l'utilise, moi je l'utilise au sens de la théorie de l'engagement. Donc la théorie de l'engagement, c'est une théorie de psychologie sociale qui dit que les gens sont plus engagés par ce qu'ils font que par ce qu'ils disent. Donc vous voyez, une lettre d'engagement, c'est une déclaration dans laquelle le client dit qu'il s'engage à faire ceci ou cela. Mais en réalité, il est très peu engagé. On est beaucoup plus engagé par ce que l'on fait. Et dans la théorie de l'engagement, et là j'incite nos lecteurs français à lire un livre absolument magique, merveilleux, qui s'appelle Petit traité de manipulation à usage des honnêtes gens par Joule et Beauvois. Et alors, je vais pas vous dire, je vais vous prendre juste un exemple de ce qu'il y a dans ce livre pour montrer ce que c'est que l'engagement. L'engagement, c'est en quelque sorte qui a aidé aidera. Et un exemple que prennent les auteurs dans ce livre, c'est dire vous êtes à la gare et vous êtes abordé par un mendiant qui vous demande 2 $. La réaction de 98% des passants, c'est de dire non. Parce que si je commence à donner à un mendiant, je vais être obligé de donner aux autres, donc je dis non. Un mendiant plus malin vous aborde en vous disant « Bonjour monsieur, bonjour madame, est-ce que vous auriez l'heure ?» Si vous lui donnez l'heure en disant « Ben oui, écoutez, effectivement, il est 10 heures, ça ne vous a pas coûté cher. » Mais vous avez rendu un petit service à ce mendiant en lui donnant l'heure, un service peu coûteux. Eh bien, si tout de suite, dans la foulée, pour que vous corréliez les deux événements, le mendiant vous dit « Écoutez, je suis désolé, je dois me rendre de l'autre côté de Montréal pour visiter mon vieux père qui est atteint du Covid et qui est à l'hôpital en réanimation. J'ai pas 2 $ sur moi pour prendre le métro. Est-ce que vous pourriez me dépanner de 2 $? Eh bien, l'expérience montre que si vous avez donné l'heure d'abord, dans 80% des cas, vous donnez les 2 $ ensuite. Vous avez été engagé par le service que vous avez rendu à ce mendiant d'abord. Donc, plus vous engagez le client dans des actes, comme par exemple le co-développement, plus vous avez des chances qu'ils aillent au bout et qu'ils aillent jusqu'à l'achat et au réachat de votre produit. Quant au prix, alors ça c'est une excellente question. Il faut retarder au maximum le moment où on va annoncer un prix au client. Et en particulier, tant qu'on n'a pas identifié les critères sur lesquels le client mesure la performance, il est impossible de fixer un prix. Et ça s'apprend dans la durée et dans le travail. Donc, moi, ce que je conseille alors aux startups technologiques, c'est de choisir de premiers segments de marché sur lesquels on ne va pas vendre des produits, mais plutôt des prestations intellectuelles, par exemple, aider le centre de recherche d'un de nos clients à designer de nouveaux produits à partir de notre technologie. Oui, on vend une prestation intellectuelle et pendant le temps qu'on vend des prestations intellectuelles, on retarde le moment où il faudra fixer un prix aux composants qu'on viendra vendre dans 3 ans à leurs unités de production. Et demain, lors de la segmentation, nous verrons comment la segmentation peut nous aider à calculer le prix, car le prix est une des dimensions de la stratégie marketing qui est la plus souvent malmenée par les entrepreneurs qui ne savent pas comment fixer leur prix. Très intéressant. On a hâte à demain parce que c'est vraiment un sujet important, les stratégies de prix. Dernière question sur ce bloc-là. Avec l'exemple des organes bio-artificiels, n'est-il pas risqué de développer le produit et ensuite créer le marché? Si on se pose la question, qu'est-ce que le client veut après avoir développé le produit, est-ce qu'on ne court pas le risque que le produit ne soit pas bien adapté aux besoins du client et que tout notre produit ne soit finalement pas désiré du tout? Ben là, c'est encore une fois une excellente question. Votre participant a bien réalisé que si on développe un produit qui n'est acheté par personne, on a perdu la mise et on a perdu l'investissement.
Et donc, alors là, pour les besoins de l'exposé précédent, j'ai eu l'air de présenter les choses d'une manière séquentielle. Et on développe le produit et ensuite on va voir les acteurs du marché. Mais en réalité, là, je fais vous reporter à ce que nous avons dit hier, quand nous avons présenté le transparent de l'idée au marché en 3 temps. Je vous ai présenté différentes étapes de développement du produit et je vous ai dit qu'en parallèle, Steve Blank nous dit qu'il faut mettre un processus compagnon du développement du produit, qui est le Customer Development Process. Donc, en réalité, si vous décodez bien l'expression de Steve Blank, processus compagnon, ça veut dire que c'est un processus qui accompagne le développement du produit en étant parallèle au processus de développement du produit et on fait sans cesse des allers et des retours entre le processus de développement du produit et le processus de développement du client de manière à garantir le plus possible que l'issue se débouchera sur quelque chose de favorable. Alors, ceci étant, là où votre participant a raison, c'est qu'on est dans le domaine de la santé. Et là, on est dans des domaines où les investissements sont colossaux. Colossaux, ça peut être, dans le cas de l'organe bleu artificiel, ça peut être 15 à 20 ans de développement. Et là, effectivement, il y a des coûts qui sont colossaux. Donc, raison de plus pour anticiper les réactions des clients et des marchés en parallèle du développement du produit. Merci infiniment, Monsieur Millier. Fort intéressant. Je rappelle aux participants que si vous avez des défis d'agenda, toutes les sessions avec Monsieur Millier sont enregistrées, donc vous pouvez y avoir accès dans la section information des sessions. J'aimerais introduire maintenant, avant la pause, le message de notre commanditaire Platine Robic et de notre commanditaire art, la délégation du Québec à Los Angeles. Merci.